Bonjour à toi et bienvenue sur CryptoGame. Aujourd'hui, on va continuer sur la série des indicateurs techniques avec un autre incontournable, il s'agit des bandes de Bollinger. Si tu prononces à la française, ça fait les bandes de Bollinger. Cet indicateur, il est très utilisé par les investisseurs et par les traders. Tout d'abord, on va voir comment l'afficher dans TradingView et ensuite, je t'expliquerai ce qu'il y a derrière, comment cet indicateur il est construit. Et j'irai même jusqu'à le reconstruire avec un script Python et je vais comparer entre celle que j'obtiens et celle qui est affichée dans TradingView et tu vas voir c'est la même chose. Donc si tu comprends mon explication, comment j'ai recréé cette courbe, bah tu vas comprendre exactement comment TradingView il l'a construit. Et ensuite on verra comment on peut l'utiliser dans une stratégie d'investissement. Allez c'est parti. Comment afficher les bandes de Bollinger? Tu vas sur indicateur, tu cliques là et tu tapes simplement BB. Voilà, BB et bande de Bollinger. Tu cliques dessus, tu peux fermer et voilà, tu as tes bandes de Bollinger et tu laisses par défaut les paramètres ici. Voilà, tu laisses ça par défaut. Ça, c'est une screenshot que j'ai pris hier ou avant-hier, mais c'est le même principe et c'est même pas en weekly, c'est en daily. Une bougie égale un jour, mais c'est le même principe. Si t'es en daily, si t'es en weekly ou si t'es à 1 heure ou à 1 minute, c'est toujours la même chose. T'as une ligne au milieu qui représente la moyenne mobile, généralement à 20 périodes, et ensuite t'as une ligne en dessous et une ligne au-dessus. La question maintenant, c'est quoi ces lignes au-dessus et en dessous? La moyenne mobile à 20 périodes, j'ai fait une vidéo sur ça d'ailleurs. Si tu connais pas ça, n'hésite pas à la consulter. On va prendre l'exemple d'un point, d'accord, pour savoir comment trouver le point rouge, le point bleu et le point vert. On raisonne sur un point et ensuite c'est la même chose sur tous les points. Donc sur ce point-là, par exemple, sur cette bougie-là, on va considérer les 20 bougies qui précèdent, enfin les 19 bougies qui précèdent plus la bougie courante, et ensuite on fait la moyenne des prix de clôture et ça nous donne la moyenne mobile à 20 périodes puisqu'il y a 20 bougies. Donc ici, par exemple, pour ce point, la moyenne mobile à 20 périodes, c'est environ 84 000. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour avoir le point rouge et le point vert. On ajoute, pour faire ça, deux écarts types. Qu'est-ce que c'est l'écart type? Je vais expliquer ça, tu vas voir, c'est pas si compliqué à comprendre. Disons, c'est un écart caractéristique, d'accord? C'est donné par cette formule mathématique un peu brutale comme ça, mais c'est assez simple en fait. Disons que tu veux calculer l'écart type sur cette période. D'accord? Donc tu as une moyenne, comme ça, sur cette période. La moyenne, elle est ici, que je symbolise par cette ligne. Pour toutes ces bougies, on considère cette moyenne. Et pour chaque prix de clôture, on va regarder c'est quoi l'écart entre le prix de clôture, donc là c'est vers la bougie, donc le prix de clôture il est là. Qu'est-ce que c'est l'écart entre la moyenne et ce prix de clôture? On fait ça pour cette bougie, on fait ça pour cette bougie, donc là c'est quasiment la moyenne, le prix de clôture, pour cette bougie, etc. Et donc on fait à chaque fois la distance, donc que ce soit vers le dessous ou vers le dessus, on prend le carré, donc c'est toujours des distances, c'est toujours positif, et on divise par le nombre de bougies, et après on prend la racine carrée pour éliminer un peu cet effet de au carré, on met au carré pour avoir quelque chose de positif, simplement pour juste mesurer les intensités, les écarts entre le prix de clôture et cette moyenne. Et tu vois, ça reflète un peu ce qu'on appelle la volatilité. Et donc une fois qu'on a la valeur de cet écart type pour cette bougie-là, parce qu'on fait ça pour chaque bougie, et de fil en aiguille, on arrive à reconstituer toute la courbe. Donc une fois qu'on a fait ça, pour ce point, on reporte deux écarts types au-dessus et en dessous du point de la moyenne mobile, tout simplement. Et tu vas me demander, c'est quoi la raison de ce deux fois écart type? Pourquoi on rajoute deux écarts types au-dessus et en dessous? La raison, c'est ça, c'est la loi normale, c'est un outil mathématique qui permet de visualiser statistiquement un phénomène aléatoire, disons ça comme ça. Un exemple qui est souvent utilisé pour illustrer c'est quoi la loi normale, c'est la répartition des tailles des humains sur la planète. Imaginons que tu mesures toutes les femmes de la planète, c'est pas exactement toute la planète sur cette étude, c'est 20 pays, mais disons pour simplifier l'explication, c'est toutes les femmes de la planète, tu les mesures, tu vas voir la taille moyenne des femmes, c'est environ 164 cm, donc 1,64 m. Et ensuite, il y a des femmes qui sont plus petites et il y a des femmes qui sont plus grandes.
mais tu vois que plus tu descends dans les tailles, par exemple, à 1,50 m, il y a très peu de femmes qui sont plus petites que 1,50 m. Et il y a très peu de femmes qui sont plus grandes que 1,78 m. Ouais, et pareil pour les hommes, la taille moyenne des hommes c'est 1,78 m, et il y a très peu d'hommes qui sont plus petits que 1,63 m, et il y a très peu d'hommes qui sont plus grands que 1,93 m. Et là tu te dis peut-être les tailles des humains sur la planète, d'accord c'est bien beau, mais quel rapport avec le Bitcoin et les cryptos? Là il se trouve que tu vois que le prix du Bitcoin il suit une loi normale. Là c'est plutôt la variation du prix du Bitcoin de façon journalière que j'ai calculé sur les 4 dernières années. Eh bien tu vois que ça suit une parfaite, pas parfaite, mais ça suit la forme d'une loi normale en fait. Et une des propriétés de la loi normale, c'est que 95% des données sont inclus dans 2 écarts types. D'accord? Ça veut dire que tu prends la moyenne ici, centrée sur 0 généralement, et tu prends 2 écarts types vers la gauche et 2 écarts types vers la droite. Si ça suit une parfaite loi normale, tu as 95% des données qui sont inclus dedans. Et si tu regardes attentivement, c'est ce qui est indiqué ici de standard deviation, c'est le mot anglais pour dire écart type, standard deviation. Et bien ici, tu as 2 standard deviation à gauche, 2 écarts types à droite. Et bien si tu additionnes les données à gauche et à droite, eh ben tu as 5% des données si ça suit une parfaite loi de Gauss, c'est-à-dire que 95% des données sont à l'intérieur. C'est ça l'intérêt en fait de cet indicateur. On mise sur les probabilités, on mise sur le fait que le prix il a 95% de chances de clôturer à l'intérieur de ces bandes. Il peut aller un peu au-dessus ou un peu en dessous. L'indicateur il dit que ça doit clôturer 95% du temps à l'intérieur. Et tu sais, quand on investit ou quand on fait du trading, surtout quand on fait du trading, mais même si on investit, bah c'est bien de mettre les probabilités de notre côté. C'est mieux de construire une stratégie d'investissement qui est basée sur des probabilités plutôt que quelque chose qui est basé sur rien du tout. Donc tu vois, finalement, c'est pas si compliqué cet indicateur à reproduire, la moyenne mobile. Et si on comprend c'est quoi l'écart type, et ben voilà, on a compris qu'on met 2 écarts types au-dessus et en dessous. Et pourquoi 2 écarts types? Parce que la loi normale est que on a 95% des données qui sont inclus à l'intérieur de ces 2 écarts types autour de la moyenne. Et maintenant, pour te convaincre à fond que c'est comme ça que TradingView y calcule cet indicateur, je vais tout simplement le reproduire. Tu vas voir, ça va être rapide avec un script Python. Je vais produire ces courbes-là, je vais les comparer avec ce que fait TradingView et tu vas voir, c'est la même chose. Et voici mon script Python. Donc tout ce que je t'ai expliqué, en fait, c'est ce qui est fait ici. On calcule la moyenne mobile à 20 périodes, voilà, parce qu'on définit n à 20, et ensuite on calcule l'écart type, la standard deviation, à partir du prix de clôture, on fait ça aussi sur 20 périodes, et ensuite on calcule la bande du haut, la bande du bas, voilà, on rajoute 2 fois, puisque m ici c'est 2, donc 2 fois l'écart type pour avoir celle du dessus, et on enlève 2 écarts types pour avoir celle du dessous. Et on a finalement ces 3 courbes, et on a la courbe de prix. Donc on charge bon, les données de Binance, etc. Bon là j'ai pris simplement les données de 2020 et de 2022, c'est environ le bull run précédent. On charge, on nettoie les données, etc. Et on affiche la courbe de prix, les chandeliers japonais. Il y a une bibliothèque Python qui fait ça très simplement. Et voilà ce que ça donne. Et donc on va superposer ça avec ce que affiche TradingView, et tu vas voir, c'est la même chose. Ça, c'est ce qu'affiche TradingView sur cette période de 2020-2022. Et ça, c'est ce que on reconstruit avec le script Python, avec les explications que je t'ai données. Bon, j'ai modifié les proportions pour que ça tombe exactement avec les mêmes échelles de temps. Voilà, mais tu peux voir qu'ici c'est pareil, ici c'est pareil, ici c'est pareil. Voilà, tu peux mettre en pause, tu peux analyser tranquillement et tu verras que c'est exactement la même chose. Donc si tu as compris mes explications, tu as compris exactement comment TradingView y reconstruit ces bandes de Bollinger. Maintenant, comment tu peux l'utiliser dans ta stratégie d'investissement, à quoi ça peut bien te servir? Il y a 2 aspects importants dans cet indicateur, il y en a d'autres, hein, mais je vais te donner les plus importants. Donc le premier, c'est tout simplement, quand tu es sur une bande inférieure, ou tu es proche d'une bande inférieure, c'est pas un bon moment pour vendre, c'est plutôt un moment pour acheter, et inversement, si tu es
vers la bande supérieure, c'est plutôt un moment pour vendre. En tout cas, c'est pas un moment pour acheter. Tu te souviens, 95% des clôtures se font à l'intérieur de ce canal. Donc si tu clôtures à l'extérieur, c'est qu'a priori le prix il va dans un futur plus ou moins proche tendre à redescendre vers la bande inférieure, en tout cas vers le milieu, pourquoi pas vers la bande inférieure. Ça navigue pas forcément, tu vois, du bas vers le haut tout le temps. Parfois ça monte, ça redescend, ça rebondit sur la moyenne mobile, ça remonte et puis ça rebondit un peu n'importe où, pas forcément sur la bande du bas, mais ça donne un cadre. Et attention, si ça clôture au-dessus ou en dessous, ça veut pas dire que ça va repartir directement vers le sens opposé. Là, par exemple, on a clôturé en dessous de la bande inférieure, et la semaine d'après, on a continué à redescendre. Et ça a duré un petit moment avant que ça commence à remonter. Donc tout ça pour te dire, ça donne un cadre. C'est simplement basé sur le principe que 95% des clôtures se font à l'intérieur de ce canal. Donc si t'es vers le haut, c'est pas trop le moment d'acheter. Faut voir ça comme ça. Et si t'es vers le bas, a priori c'est pas trop le moment de vendre. Et le deuxième moyen d'utiliser ça, qui est très répandu, c'est d'observer les resserrements et les élargissements. Ici par exemple, là ça se resserre, ça veut dire tout simplement que la volatilité elle diminue, puisque l'écart type ça mesure la volatilité, c'est l'écart typique entre les bougies et la moyenne. Et donc si l'écart type il augmente, ça veut dire que la volatilité elle augmente. Donc là par exemple, l'écart type il augmente, tu vois, ça descend plus brusquement que ici, donc l'écart type il augmente, la bande du haut elle s'écarte par rapport à la bande du bas. Et inversement, ici, l'écart type, il diminue. Et souvent, quand l'écart type, il commence à se réduire, ça veut dire que la volatilité, elle diminue, et quand on a une sorte de stabilisation comme ça, c'est souvent un moment où ça peut exploser, soit vers le haut, soit vers le bas. Ici, par exemple, ça a explosé vers le haut, réduction de la volatilité, petit à petit, stabilisation, et là, explosion. On a eu un autre cas ici, où là ça a bien explosé vers le haut, augmentation de la volatilité, et là les bandes elles se resserrent jusqu'à un peu se stabiliser, tu vois, et là tout d'un coup, paf, explosion. En d'autres termes, ça te permet de savoir dans les grandes lignes où on en est d'un point de vue volatilité. Il y a d'autres applications de cet indicateur, il y a d'autres règles. Par exemple, si les bandes elles divergent, donc elles s'écartent et qu'on clôture en haut, il y a des chances que la prochaine elle clôture également haut. Pareillement en bas, si ça diverge de cette manière, voilà, les bandes elles s'écartent et on a clôturé en bas, il y a des chances, il y a plus de probabilité en tout cas que l'autre elle clôture aussi en dehors. Il me semble aussi, il y a un principe que si ça touche la bande du haut, il y a des chances ensuite que ça vienne rejoindre la bande du milieu, la bande de la moyenne mobile. Mais bon, je n'utilise pas trop ça, et puis c'est plutôt du trading, et comme je disais, je suis plutôt axé investissement, en tout cas pour l'instant. Donc si ça t'intéresse, il y a plein de ressources sur internet qui traitent de ce sujet, sur comment utiliser cet indicateur un peu plus poussé d'un point de vue trading pour optimiser tes points d'entrée et de vente, mais d'un point de vue général, d'un point de vue investissement, il y a ces deux règles où si tu es sur la bande du bas, si le prix touche la bande du bas, c'est pas trop le moment de vendre, et si ça touche la bande du haut, c'est pas trop le moment d'acheter. Il y a ce premier principe, et le deuxième principe, c'est la volatilité. Si les bandes elles se rejoignent, ça veut dire que la volatilité elle diminue. Et inversement, si les bandes elles s'écartent, la volatilité elle augmente, et quand on a une sorte de stabilisation de la volatilité, il y a des chances que ça finisse un moment ou un autre par péter vers le haut ou vers le bas. Et voilà, maintenant tu sais comment afficher cet indicateur dans TradingView, tu sais comment il est construit, tu sais exactement les fondations de cet indicateur, on a reconstruit les courbes et on les a comparées avec ce que donne TradingView, c'est la même chose. Donc si tu as compris mes explications, tu as compris exactement comment TradingView il calcule cet indicateur. Et tu sais aussi comment l'utiliser dans ta stratégie d'investissement. Je t'ai donné deux règles de cet indicateur. Si tu as apprécié, si tu as appris des choses, n'hésite pas à laisser un like, ça soutiendra la chaîne. Et si tu veux être tenu informé des prochaines sorties, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.